Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Voici l'image du jour. Aujourd'hui, à Lansvata, 600 personnes mobilisées pour la marche en hommage à Mathilde Molina. Elle a été fauchée en août dernier sur Lansvata par un chauffard, toujours non identifié. Mathilde s'est éteinte à l'âge de 24 ans jeudi à l'hôpital d'Annecy en France. Hommage et indignation étaient au centre de cette marche aujourd'hui. À Paris, le 15e comité des signataires s'est achevé ce matin pour nous. 24 milliards de prêts sera accordé à Valais. La défiscalisation pourrait être aménagée pour KNS. Les précisions avec Victor Tutugoro en direct de Paris. Suite de notre feuilleton consacré au baccalauréat à J-6 du lancement des épreuves, nous vous donnerons quelques conseils pratiques pour être dans de bonnes conditions physiques et mentales lors de l'examen. C'est vraiment le job de rêve, voyager aux quatre coins de la planète et bien souvent aux frais de la princesse. C'est le métier d'un Suisse actuellement au pays. Nous l'avons rencontré, ce sera à la fin de ce journal. Je vous le disais, le 15e comité des signataires s'est achevé à 5 h ce matin pour nous. L'ensemble des participants estiment que la feuille de route a été respectée. Des annonces fortes ont été faites par l'État sur le nickel, notamment le nickel du pays. Mais on va y revenir dans un instant. Mais d'abord, je vous propose que l'on retrouve notre correspondant Emmanuel Ostian. Vous êtes sur place, bonsoir. Bonsoir, Jamie. Alors dites-nous pourquoi les différents représentants politiques parlent d'un bilan positif alors qu'aucun consensus n'a été trouvé concernant le corps électoral mais également au niveau de l'avenir institutionnel du pays. Oui, vous avez raison, Jamie. Il y a eu beaucoup de mots essentiellement, beaucoup de promesses, beaucoup d'apaisement de la part de Manuel Valls, le Premier ministre, qui parle d'une nouvelle étape. En tout cas, toutes les délégations sont ressorties contentes parce que sur le corps électoral, par exemple, vous en parliez, chacun a entendu ce qu'il souhaitait entendre. Les indépendantistes, par exemple, sont persuadés que les 25 000 Kanaks qui ne sont pas inscrits sur le corps électoral pourront participer au référendum de 2018. Calédonie Ensemble, qui est persuadé que tous les natifs pourront participer à ce référendum. Bref, il y a eu une grande volonté d'apaisement. Manuel Valls a parlé d'une nouvelle étape pour la Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir évidemment que l'exécutif ici à Paris est très fragilisé à 6 mois de l'élection présidentielle. François Hollande bat des records d'impopularité. Il y a donc eu beaucoup de mots d'apaisement, très peu en revanche de choses concrètes. Vous l'avez dit, la seule chose concrète qui est ressortie après les annonces qui font suite aux violences de Saint-Louis, ce sont évidemment ces 53 gendarmes et policiers qui vont être envoyés en renfort. Et puis, il y a eu une annonce financière avec des espèces sonnantes et trébuchantes, 24 milliards, c'est-à-dire 200 millions d'euros, qui vont être débloqués pour le nickel et notamment pour l'usine du Sud. C'est la seule promesse concrète qui a été faite. Pour le reste, ce sont des mots, mais ce sont des mots sans doute très importants pour ce 15e et dernier comité des signataires de la mandature de François Hollande, des mots d'apaisement. On va en parler d'ailleurs dans un instant avec Victor Tutugoro qui se trouve dans un café et je vais le rejoindre immédiatement. Des mots d'apaisement, des mots importants, une seule promesse, une promesse pour l'instant qui est exclusivement financière et qui concerne bien entendu l'industrie du nickel. Emmanuel Ostian, merci. Voilà, le jour se lève à Paris. À l'instant même, vous venez de voir sur ces images. Mais l'information à retenir de ce comité des signataires, le 15e sur le coup, c'est le soutien de l'État à l'industrie du nickel calédonien. Un prêt de 24 milliards sera accordé à Valais, c'est-à-dire l'usine du Sud, et KNS, l'usine du Nord, pourrait bénéficier d'une défiscalisation aménagée. Alors, qu'est-ce que veut dire une défiscalisation aménagée? Je vous propose d'écouter la réponse de Camille Monnier. Comment fonctionne un schéma fiscal locatif, comme celui de KNS pour le financement de sa centrale? Dans un premier temps, l'exploitant cède le bien à un ou à plusieurs investisseurs fiscaux métropolitains. Ces investisseurs seront propriétaires du bien pendant 5 ans et pendant cette période, l'exploitant sera en location.
L'investisseur bénéficie d'un crédit d'impôt, lui permettant de payer moins d'impôts. L'exploitant, lui, bénéficie d'une part de ce crédit d'impôt, en général 30% du prix du bien. À l'issue des 5 ans, l'exploitant retrouve la propriété intégrale de son bien. Concernant KNS, les discussions seraient en cours avec l'administration fiscale métropolitaine. On parle d'un assouplissement des conditions de l'agrément fiscal déjà accordé. En effet, en 2008, l'opérateur a bénéficié d'une aide délivrée en 3 tranches. Les 2 premières ont déjà été versées. Aujourd'hui, l'obtention de la dernière partie est conditionnée à des volumes de production. Alors Emmanuel Ostian, vous le disiez, on va retrouver Victor Tutugoro, toujours à Paris. Donc Victor Tutugoro, bonsoir, vous êtes le signataire de l'accord de Nouméa pour le FLNKS. Merci d'être avec nous. Alors, comme on vient de le voir, la 3e enveloppe de défiscalisation prévoit d'être versée donc, à l'usine de KNS à condition que l'usine respecte un quota de production. Est-ce que cette condition pourrait être levée? Excusez-moi, j'ai mal à entendre la question. Je n'ai pas compris la question du tout. Alors on a des petits soucis au niveau du son, mais je vais vous répéter ma question. Est-ce que la 3e enveloppe de défiscalisation donc, qui est prévue d'être versée à l'usine de KNS à condition que l'usine respecte un quota de production, est-ce que, encore une fois, cette condition pourrait être levée? Alors, je n'ai pas compris toute la question. Sur la question donc, de la sortie de défiscalisation de l'usine de KNS, nous avons plaidé pour que les conditions de sortie soient réexaminées, puisque au terme donc, de ce temps qui était imparti, la situation de l'usine de KNS est ce que l'on connaît. Il n'y a qu'une seule unité de production qui fonctionne aujourd'hui, même si elle monte en puissance, elle est dans la puissance qui était prévue. Donc, la sortie au départ, elle était faite sur une certaine production, on n'en a pas atteint. Et donc, dans ces conditions, nous avons demandé aux différents interlocuteurs, que ce soit à l'outre-mer, que ce soit donc auprès du Premier ministre, que ce soit hier au cours du comité de signataires, de demander à ce que dans le même élan, s'il fallait un geste de l'État pour aider donc l'usine de Nantes dans la situation où elle se trouve aujourd'hui, donc de réexaminer donc les conditions de cette sortie. D'autant plus que l'industriel envisage aujourd'hui la reconstruction du second four dès l'année prochaine. Et donc, les autorités de l'État ont accueilli favorablement. Et donc, aller regarder la question de plus près, parce qu'au-delà de la simple décision politique, il y a tous les aspects qui relèvent du juridique et du fiscal. Voilà. Alors, M. Tutugoro, est-ce que vous êtes satisfait donc, de ce 15e comité des signataires? Est-ce qu'on est satisfait? Oui, parce que dans le contexte dans lequel ce comité de signataires s'annonçait, il y avait un certain nombre de groupes politiques qui sont venus avec des velléités, que ce soit sur le corps électoral, que ce soit sur le niveau de la sécurité. Donc, il y avait cette velléité-là. Les discussions en prédure ont été entamées, que ce soit donc sur la sécurité auprès donc du ministère de l'Intérieur, que ce soit même au niveau du comité des signataires lui-même.
mais également aussi des discussions très denses et très dures sur la question du corps électoral. Je crois que par rapport à notre objectif, nous, pour notre groupe, qui voulions donc décrocher une feuille de route. Oui, nous sommes satisfaits parce que ce comité des signataires, finalement, met en perspective tous les sujets, que ce soit sur l'avenir institutionnel, que ce soit sur la liste électorale, que ce soit sur le nickel, que ce soit sur l'avenir institutionnel, je l'ai dit, la sécurité, etc., etc. Il y a un certain nombre de propositions qui ont été formulées et qui vont faire l'objet localement de discussions, donc déjà sur tous les sujets sous le pilotage du haut-commissaire. Mais ce qui est important avant tout, c'est donc sur le sujet de l'avenir institutionnel que les discussions vont continuer avec l'aide de la mission de conseil et d'écoute que l'on va solliciter bien sûr pour nous aider donc à affiner les uns les autres projets. Mais surtout, il y a un cadre de travail qui va continuer durant la période de l'année 2017, que l'on sait une période fortement électorale. Et donc oui, au vu du résultat de ce comité de signataires, nous sommes, pour notre part, nous sommes satisfaits. Victor Tutugoro, merci d'avoir accepté cette invitation. Retour au pays, à Nouméa, s'est déroulée aujourd'hui une marche pour rendre hommage à Mathilde Molina, décédée jeudi à l'hôpital d'Annecy. En août dernier, elle avait été fauchée par un chauffard toujours non identifié par la justice. À Lansvata, ils étaient pas moins de 500 personnes pour afficher leur indignation face à ce délit de fuite. Reportage sans commentaire de Lindsay Wamo. Messieurs, dames, on va partir, donc on va commencer à se mettre en place. Et toute la population calédonienne, vous êtes juste formidables. C'est super d'être là aujourd'hui pour pousser ce coup de gueule contre ce qui est arrivé à cette jeune fille, mais ce qui arrive à beaucoup trop de nos jeunes aussi. Je trouve que c'est important de lui rendre hommage pour soutenir sa famille. C'est quelque chose qui aurait pu arriver à n'importe qui, n'importe quel jeune. Ça aurait pu être une amie à moi, une sœur, une cousine. Ce qui me fait surtout mal, c'est que nous, les Calédoniens, nos hommes politiques et tout ça, ne pensent qu'au référendum. Mais ils ne pensent même pas à ce qui se passe. Et ce qui se passe, ce sont des accidents. Attendez, cette jeune fille est morte, elle n'est pas morte pour rigoler. On y va? Allez! Pour Mathilde, pour les autres. On va vous mettre à disposition sous les parets un cahier du souvenir qui partira à la famille. Vous pourrez noter ce que vous avez sur le cœur. Et un cahier de doléances qu'on va remettre au gouvernement. On va faire des propositions concrètes sur ce qu'on peut proposer pour la sécurité. C'est pas normal que quelque chose qui se soit passé dans la nuit et aussitôt le matin n'ait pas pu être vu par les caméras. C'est pas normal qu'on puisse pas nous donner des réponses à ces questions. Et je pense que la famille de Mathilde y a le droit. Au 1er novembre de cette année, nous étions à 38 accidents mortels qui ont fait 43 morts sur les routes calédoniennes. Dans 9 accidents sur 10, vous avez le conducteur qui est alcoolisé. Il y a vraiment en Calédonie un problème de comportement des conducteurs sur la route. On a tenu à la faire aujourd'hui pour la simple et bonne raison que c'est aujourd'hui que Mathilde est enterrée chez elle dans son pays en France. Et on voulait être là, l'honorer en même temps, soutenir cette famille. Aujourd'hui, je suis content que tout le monde soit venu, je suis content que les gens se soient investis. J'espère qu'aujourd'hui, cette personne qui a commis cet acte se repentira. J'espère bousculer les consciences.
Voilà, on rappelle que le délit de fuite est passible d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 8 millions de nos francs. La sécurité routière, la sensibilisation, on en parle encore dans le web du Pacifique préparé par Stéphanie Marly. Une voiture 100% électrique pour les enfants de 5 à 10 ans, ça existe et oui. Ce concept a en effet été développé par la firme anglaise Young Driver, l'objectif étant d'enseigner aux enfants âgés de 5 à 10 ans les rudiments de la conduite et de les sensibiliser à la sécurité routière. Ce véhicule est appelé Firefly et est limité à une vitesse de 8 km/h. Il est équipé de capteurs permettant de détecter les obstacles à temps pour arrêter la voiture. Pour la firme anglaise, cela permettra à terme d'avoir une génération de conducteurs beaucoup plus vigilants quant aux dangers de la route. Pour l'instant, ce produit est essentiellement utilisé par Young Driver, mais il sera disponible à l'échelle mondiale pour le grand public à partir de 2017 avec un prix avoisinant le million. Sur la route toujours, mais cette fois-ci direction la Nouvelle-Zélande, où se trouve l'une des routes les plus dangereuses au monde, la route de Skipper's Canyon. Celle-ci est sinueuse, à sens unique, ne possédant aucune barrière de sécurité, seulement une piste en terre, étroite et qui plus est, pas en bon état. Elle est tellement dangereuse que certains loueurs de voitures interdisent à leurs clients de s'y rendre. Pour les amoureux d'histoire, sachez néanmoins que cette route a été créée en 1883 pour les chercheurs d'or. D'ailleurs, on y trouve la rivière Shotover, l'une des plus riches rivières aurifères du pays. Alors on enchaîne avec la revue de presse. On va parler bien évidemment des élections américaines alors qu'elles se dérouleront cette nuit. Pour nous, le sujet fait la une de nombreux quotidiens dans le monde. Le dernier rebondissement de la campagne qui a vu la candidate démocrate blanchie dans l'affaire des emails est largement relayé. Hillary Clinton sauvée par le gang, titre ainsi le New York Post. Le quotidien Kiwi The New Zealand Herald va plus loin et conseille dans ses pages voyage les meilleurs endroits où se cacher si, je cite, ce type venait à gagner les élections. Le Mexique arrive en première place puisque le candidat milite pour la construction d'un grand mur pour couper les liens entre les États-Unis avec les États-Unis. Autre destination phare, l'Islande, décrit comme le pays le plus féministe au monde et qui n'est sans doute pas resté indifférent aux déclarations choc du candidat. Et enfin, il y a aussi un désert australien pas loin de chez nous où Donald Trump ne pourra pas vous retrouver. Alors on continue avec notre feuilleton, donc suite de notre feuilleton consacré au baccalauréat. Ils seront 2088 pour être précis, candidats à se présenter donc ce lundi pour le début des épreuves avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Donc l'échéance approche et si chez certains le stress commence à devenir paralysant, voici quelques conseils proposés par Vanessa Kédé. Premièrement, limiter son stress à l'approche des examens. Ensuite, établir un planning de révision. Rester à l'écart de son téléphone pendant les révisions. Travailler à deux, non seulement pour se motiver, mais également pour une meilleure compréhension. Attention, à la veille des examens, se coucher tôt. Pendant les temps libres, faire du sport, de la musique ou encore du shopping. Concernant la convocation, la ranger soigneusement avec votre pièce d'identité dans un dossier et les garder avec vous tous les jours. Arrivez en avance pour l'examen, histoire de prendre le temps de vous installer. Le jour des épreuves, bien lire les sujets. Enfin, gardez au moins un quart d'heure pour vous relire. Suivez ces conseils, car certains ne sont pas bons à prendre. Qu'est-ce que vous avez dans votre main? Franchement. Montrez-les-moi. Retournez-les.
voici là donc une bonne transition toute trouvée pour le feuilleton de demain. Donc on verra les peines encourues pour ceux et les petits malins qui auraient des petites idées mal intentionnées. Voilà, ce sera demain pour un autre feuilleton. On enchaîne, je vous le disais, avec un homme qui a un job, je dirais, de rêve. Il est suisse et il s'appelle Sylvain Nicolier. Son métier, eh bien, c'est de parcourir le monde et de permettre aux internautes qui le suivent sur son blog de découvrir le pays qu'il visite. La particularité de son travail, ce sont tout simplement les pays qu'il invite pour faire la promotion de ce pays en question. Anissa Toussi. Faire du kayak à Yengen, une proposition de Sarah. Cette vidéo a été postée sur le blog de Sylvain intitulé Suisse-moi. Elle comptabilise 2300 vues, 85 j'aime et 46 partages. Sylvain est un blogueur suisse, cela fait 3 ans qu'il sillonne le monde en quête d'aventures authentiques. Sous forme de voyages participatifs, il crée des vidéos dans lesquelles il annonce ses destinations. Et ce sont les internautes qui influencent ses aventures en lui proposant des défis à relever, des activités ou encore des rencontres. En retour, il publie des vidéos et des photos chaque semaine sur son site. Ça me permet d'aller plus loin dans le tourisme, pas simplement faire des activités entre guillemets accessibles à tout le monde, mais de sortir de ça, d'avoir accès à des trucs culturels qui est proposé aussi par les habitants d'un endroit. Et puis du coup, ça me permet d'aller plus loin dans les voyages, plus proche des gens. Ici, à Bourail, il relève le défi lancé par un internaute. Tester le jetpack, flyboard et overboard. C'est une première pour lui. Le blogueur a été invité par Nouvelle-Calédonie Tourisme Province Sud, qui finance ses aventures en partenariat avec l'ensemble de l'industrie touristique. Les transporteurs aériens fournissent les billets, les hôteliers offrent les chambres et le GIE Nouvelle-Calédonie Tourisme s'occupe de la logistique. C'est une personnalité qui compte pour attirer des gens en Nouvelle-Calédonie. Nous, on invite près de 200 médias, en fait, 200 personnes issues de différents médias dans l'année, chaque année en fait en Calédonie. Et parmi eux, il y a une vingtaine maintenant de blogueurs, influenceurs du web qui sont invités. Sylvain reste encore 8 jours au pays. Il est encore temps de lui proposer des défis. Actuellement, il se trouve à Marais. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition à suivre. Sam et Maïté, elles aussi, elles vont s'intéresser à la politique, suivi de la météo. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain.